Je suis Régis Delage, je suis vice-président en charge des finances d'une agglomération de 127 000 habitants et aussi maire adjoint d'une des principales villes de cette agglomération, 18 000 habitants, la ville de Carvin, également en charge des finances. Alors, sur ce territoire, voilà, pour vous le situer, on est au cœur du bassin minier. Alors, c'est pas, je vous rassure, hein, c'est pas la patate bleue. Hein, là, c'est celle-là, elle couvre tout le bassin minier. Donc, nous, on est au cœur de ce bassin minier. Donc, c'est une agglomération de 27 000 habitants. En termes de surface, 11 200 hectares, 14 communes qui ont la particularité, il n'y a pas véritablement de ville-centre en fait, sur cette agglomération. On a deux villes principales, Hénin, Hénin-Beaumont, avec 26 000 habitants, et Carvin, 18 000 habitants. Sinon, on est dans une forme de conurbation urbaine avec voilà, des villes qui, pour la plupart d'entre elles, ont entre 5 000 et 10 000 habitants. Il y a juste que Bois-Bernard, un peu à la frontière de la Rajoie, qui est un peu le petit poussé avec près de 500 habitants. Alors c'est un territoire qui, cette agglomération en premier lieu, elle s'est constituée en 1968. Elle a vécu sa vie autour de ses compétences essentielles, hein, l'eau, l'assainissement, le traitement des déchets. Et puis en 2001, elle a récupéré la compétence développement économique à un moment où eh bien, on commençait à sortir de l'exploitation charbonnière. Donc avec un paradigme de développement qui était de passer d'un archipel noir à un archipel vert, hein, quelque part, avec des vrais enjeux en termes de requalification du paysage et de l'exercice aussi des politiques publiques. Donc voilà, un territoire à la fois passionnant mais pas évident en matière de développement économique parce que forcément très fortement dominé par l'exploitation minière avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Une première résilience, alors vous voyez déjà qu'on a effectivement un développement économique qui s'affirme et la prise de compétences a permis de structurer ce développement économique, notamment autour de la plateforme Delta 3. On est ici dans l'enceinte de la région Hauts-de-France et c'est l'attachement de la région à la plateforme Delta 3 qui a aidé et accompagné ce territoire. Donc on a aujourd'hui une zone logistique et une plateforme multimodale relativement intéressante. Et forcément, autour, on a développé, dans ce triangle d'or un peu de la logistique, on a développé beaucoup d'activités. D'un point de vue commercial, autre pendant un peu de l'activité économique, question un peu commerciale, où on a voilà, la zone commerciale autour de Noyelles-Godault, les Hénin-Beaumont Noyelles-Godault, qui cristallise des enseignes relativement importantes. C'est l'une des principales places commerciales au nord de Paris, avec toutes les interrogations que cela peut porter sur le commerce de proximité. Donc un développement économique affirmé, un carrefour de la logistique et du transport international et une ambition culturelle et touristique autour de ces valeurs. Et puis sur des faiblesses, sur ce secteur commercial très périphérique, je vais donner l'exemple de la zone de Noyelles-Godault parce qu'elle est la plus emblématique hein, quelque part, mais il y en a d'autres autour de nos villes. Et puis un territoire rural, la ville de Carvin par exemple, c'est 1200 hectares, c'est aussi vaste que la ville de Roubaix. Mais on ne concentre que 18 000 habitants. Donc on a des zones rurales aussi relativement importantes. Alors, en termes de résilience et de construction, on est sorti vraiment très essoré de la période d'exploitation charbonnière. Et dans la vie de notre PCI, notre agglomération, il y a deux projets qui ont marqué, je veux dire, un acte 1, quelque part, de la reconversion et de la résilience. Et ça s'incarne à travers, d'abord, le parc des îles, qui fait plus de 160 hectares, hein, donc qui est une ancienne coquerie qui a été requalifiée, voilà, avec, bien sûr, des fonds européens, des fonds de la région, des fonds du département. Et on en a fait un maillon, un poumon vert important. Ça, c'était vraiment un projet un peu phare, un peu identitaire au niveau de notre territoire pour sortir de l'exploitation charbonnière. Donc ça, c'est un point important. Et puis on a un deuxième vecteur d'identification de cette reconversion et de cette résilience, en tout cas dans un premier temps, qui est le site du 9-9 bis. Alors, ça se situe sur la ville de Wany. C'est le dernier puits de mine hein, qui a fermé ici à la région. Et donc, on a construit
là aussi grâce et avec un accompagnement fort de l'institution régionale et des élus de l'époque. Le Métaphone, hein, donc, qui est un lieu un peu de pratique musicale, de pratique éducative, de pratique culturelle, de diffusion des musiques nouvelles. Et on requalifie également ce site minier par du soutien à la création, des actions de formation et aussi un lieu de mémoire. Donc on a eu deux éléments, enfin 2 points d'accroche qui ont permis à ce territoire de sortir un petit peu la tête de l'eau, en tout cas de marquer le premier acte de sa reconversion et de sa résilience. Mais il fallait relativement vite passer un peu à autre chose et trouver quelque part un nouvel élan. Et depuis 7-8 ans maintenant, sous l'impulsion de Christophe Pilch, hein, le président actuel de notre PCI, très vite, il fallait que le ressort de la question de la transition écologique devait être un point un peu de cristallisation des politiques publiques et aussi un lieu d'affirmation quelque part de la construction de ces politiques sur l'espace communautaire. Voilà, on sait que au sein du bloc communal, la vie entre les villes et les EPCI ne sont pas forcément un long fleuve tranquille, avec parfois des questions de gouvernance politique qui peuvent se poser, des questions de comment on rend visibles et lisibles les politiques menées par ces EPCI vis-à-vis de la population. C'est un vrai sujet, hein. Il peut y avoir un peu de distance qui peut s'opérer par rapport à ça. Bref, il fallait qu'on arrive à relever ce défi, à aller plus loin, à amplifier le travail accompli, hein, donc approfondir le sillon, se doter aussi d'un cadre stratégique. Ça, c'est les questionnements auxquels on s'est imprégné. Et en termes de méthode, on a choisi sur le fond, un petit peu avant ce mandat, enfin le mandat 2020-2026, d'entrevoir la formalisation du projet de territoire, en fait, mais à l'aune d'un projet de transition écologique. Et donc, dès qu'on est sorti un peu de la crise sanitaire, parce qu'on a été aussi percuté par cela au début de notre mandat, eh bien, on a lancé un process, on s'est fait accompagner là-dessus, bien sûr, par un cabinet, et on a mobilisé les acteurs du territoire, acteurs impliqués, syndicaux, culturels, associatifs, bien évidemment. On a essayé de lancer une vaste concertation avec la population et d'essayer de construire, en tout cas, un cadre de politique publique qui soit structurant, qui soit un peu un fil conducteur sur ce que demain on voulait apporter comme valeur ajoutée à ce territoire, mais aussi comme accompagnement vis-à-vis des communes membres. Donc, prioriser les envies et les besoins exprimés et puis enfin agir. Et je vous donnerai quelques exemples d'illustration. Donc ça, c'est un peu amorcer le second temps de notre résilience territoriale, quand même, quelque part, pour faire face aux enjeux de la transition écologique, parce que le sortir de l'exploitation charbonnière n'a pas été une sinécure. Donc, on a envisagé notre projet de territoire écologique autour de la responsabilité sociale et environnementale. On a formalisé un projet ambitieux qui n'est pas que le catalogue des bonnes intentions. Sur le fond, c'est vraiment le point de départ qui a aussi permis de reconstruire la gouvernance territoriale. Une démarche, on essaye d'être le plus exemplaire possible, autour de 95 propositions concrètes, de nouvelles opportunités économiques et puis surtout les défis de la transition écologique et de l'adhésion populaire à relever, parce que là aussi, par rapport aux villes qui composent cette agglomération, on a devant nous, mais comme beaucoup de communes, un mur d'investissement. Quelque part, on sait que nos bâtiments publics, nos écoles, nos salles des fêtes, sont parfois des passoires énergétiques. Et si on veut continuer, alors déjà à limiter notre empreinte carbone, mais aussi à faire en sorte de réhabiliter ces bâtiments, eh bien, il faut construire des politiques qui soient en articulation aussi avec cela. Je regarde Alain Perelstein. Malheureusement, dans nos établissements publics, nos collectivités, on n'amortit pas. C'est un péché de ne pas amortir, puisque l'amortissement, c'est ce qui permet de se constituer un peu un autofinancement. Et si, dans les lois de 1994, d'application de l'acte 1 de la décentralisation, on avait été un peu moins timoré, l'État avait plus accompagné les collectivités à leur constituer un autofinancement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas des murs d'investissement devant nous. Bon, après, il fallait aussi que les élus arrêtent de construire chacun sa salle des fêtes, chacun ses équipements. Ça, c'est un autre sujet, hein, mais ça veut dire que l'autonomie, il y a effectivement un apprentissage aussi derrière
derrière cela. Toujours est-il que nos capacités d'investissement sont ce qu'elles sont. Et si on ne s'approprie pas cela comme un véritable levier, eh bien, en accompagnement, et c'est au niveau de l'agglomération que subsiste encore le peu d'autonomie fiscale, je ne parle pas d'autonomie financière, l'autonomie fiscale, et je le dis dans cette enceinte, un établissement où il n'y a pas d'autonomie fiscale, où il n'y a plus d'autonomie fiscale, eh bien, il faut reconsidérer cette question de la richesse. Donc vous voyez que les problématiques, sur le fond, elles sont en élargissement, puisque la transition écologique, l'accompagnement des communes, la question de comment on redistribue et comment l'intercommunalité joue son rôle de péréquation en matière de ressources, c'était un peu tout ça, les éléments qui nous ont un peu percutés. Donc ça a dépassé très largement le cadre du projet de transition écologique. Comment on a construit ce projet? Autour de 5 enjeux essentiels, structurants, un territoire de renouveau économique, avec des problématiques d'emploi vert, solidaire, une économie de proximité, la maîtrise et la valorisation de notre foncier. Un territoire qui essaye aussi de s'affirmer en matière de préservation de son patrimoine culturel et naturel. C'est la question des espaces naturels, de l'environnement, des paysages et de la biodiversité. Alors, j'ai évoqué un peu rapidement la question et du 9-9 bis et du parc des îles. On a aussi construit tout un cheminement et mettre en réseau le parc des îles, enfin la chaîne des îles et des terris par rapport à cela est également important. Un territoire qui favorise l'épanouissement de chacun, sport, loisirs, santé. Et donc là, derrière ça, c'est des politiques de proximité qui permettent d'interagir directement avec la population. Un territoire de coopération d'initiative sur l'engagement, l'innovation sociale, solidaire, et bien sûr le travail sur le cadre de vie. Mais au cœur de nos préoccupations, la question de la transition écologique. Voilà. Pour illustrer un peu sur chacun des enjeux, mais très rapidement revenir sur nos priorités essentielles par rapport à cela. Sur le territoire de renouveau économique, notre priorité, c'est de travailler sur les friches. Et à l'heure où on avance sur le zéro artificialisation nette, c'est un vrai sujet. La question du commerce de proximité. On a mastodonte en termes de commerce périphérique. Il y a un accompagnement sur le commerce de proximité avec des dispositifs un peu innovants qui permettent aux villes et aux commerçants qui s'installent de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et d'aide appuyée. La question des emplois verts, de l'économie sociale et solidaire, la réduction du bilan carbone de l'activité économique et puis la question de l'alimentation qui, dans ce territoire, est un vrai enjeu. Sur la qualité de vie, quelques priorités. Le virage des mobilités douces. Vous avez vu où nous sommes situés, au sud de la métropole de Lille, avec des vraies problématiques d'accessibilité à la métropole. Vous mettez pour faire à peu près 20 km, si tout va bien en voiture, allez, entre 45 minutes, le jour où vous mettez que 45 minutes, vous estimez que c'est heureux. Ça peut aller jusqu'à 1h30, voire 2h, uniquement pour faire 20 km. Avec un réseau ferré un peu saturé. Alors, un projet qui est en train de s'articuler autour du RER Grand Lille. Alors, c'était un ancien projet du président de région, et ça a été repris à bon escient. Heureusement, c'est en train d'être retravaillé, mais que de temps perdu. Que de temps perdu. Voilà, en manque de temps, c'est quasiment criminel d'avoir perdu autant de temps pour désengorger et réarticuler ce territoire. Criminel. Quand on pense aux centaines, aux milliers d'heures perdues, rien que pour aller travailler sur la métropole, saturation du réseau routier et très peu d'alternatives en matière de réseau ferré. On est très heureux d'apprendre que cela va se mettre en place, mais on nous dit rassurez-vous, mesdames et messieurs les élus, le problème sera peut-être réglé en 2040. Bon, voilà. Il aura fallu quasiment une génération et demie uniquement pour prendre conscience que il y avait de la difficulté en termes de mobilité. Donc, c'est vraiment un vrai sujet par rapport à cela. On essaie de prendre quelques initiatives à l'échelle de notre territoire, la reconquête des paysages et puis la préservation également de notre richesse écologique. Je passe assez vite sur le territoire qui favorise l'épanouissement de chacun. Je montre juste les éléments essentiels où la culture, le sport, là aussi sont des accroches qui sont importantes en accompagnement de l'alimentation. Et puis sur la coopération pour essayer de faire territoire ensemble. Donc c'est l'articulation entre les différents acteurs des cités, cités au sens avec un grand C,
donc l'innovation, l'expérimentation, la transition écologique, la question de l'engagement associatif, voilà, et donc d'être sur des économies moins linéaires et beaucoup plus circulaires en la matière. Du coup, sur ce beau projet de transition écologique, encore faut-il qu'on puisse, et ça fera le lien avec le questionnement en matière de pilotage et en matière d'accompagnement et de monitoring un petit peu de cela, d'avoir une crédibilité financière et une forme de maîtrise budgétaire. Donc, et c'est le pari qu'on a essayé de prendre, de conjuguer projet de transition écologique avec maîtrise budgétaire, exigence citoyenne, responsabilité écologique, efficacité économique et performance sociale. C'est un vrai défi, mais en tout cas, c'est ce qui fait un peu l'intérêt également du sujet, puisque, encore une fois, ce projet de transition écologique, ce qui est important, c'est sa soutenabilité. Et donc, pour faire sens, on s'est aussi appuyé sur les outils à notre disposition, et notamment le pacte financier et fiscal de solidarité. J'essaie d'aller un peu plus vite, donc je vais accélérer. Quand vous donnez la parole à des élus, c'est ça un peu le problème. Hein. Ils ont tendance à raconter leur vie. Hein, donc voilà. On a travaillé également un pacte de gouvernance communautaire. On s'est appuyé sur le contrat de relance de transition écologique signé avec l'État. Et puis on a redéfini un petit peu nos cadres et nos modalités de financement pour qu'on arrive à accompagner les politiques publiques de l'agglomération. Donc on a mis ça dans une trajectoire financière soutenable. Donc notre vision stratégique, nos chantiers, 25 chantiers, 95 actions, c'est le PTE. Les moyens, la définition des moyens pour y parvenir. Et puis la performance, parce que quand on parle de politique publique, la performance, ce n'est pas un gros mot, et évaluer les résultats non plus. On a commencé à essayer de mesurer, en tout cas à changer un petit peu le prisme de pilotage de nos budgets, en introduisant une approche un peu de type budget vert, sur la méthode I4C. Et donc on commence progressivement à développer cela. En tout cas, voilà, on a essayé de tenir tous les bouts et sur vous voyez, un besoin de financement des projets qui a été évalué à plus de 100 millions d'euros sur le montage, ce qui, à l'échelle de notre établissement, est assez important. Donc, voilà, sur les logiques, toujours sur le pacte fiscal et de solidarité, en fait, 2022-2026, sur 4 logiques. Une logique de redistribution, de solidarité, d'optimisation de ressources et de dépenses. Je veux dire par là qu'on a des outils au sein de l'EPCI, à travers l'attribution de compensation et la DSC, la dotation de solidarité communautaire. On a également retravaillé ces outils pour les mettre en adéquation avec notre perspective. On a revu les critères de répartition de la DSC, par exemple, en reconsidérant le critère du potentiel financier. Alors, on n'a rien retiré à personne, mais on a revu ces critères-là. On a aussi un peu mis de l'ordre dans nos politiques de fonds de concours. En tout cas, on les a mis en organisation par rapport à ce projet de transition écologique, entre autres. Voilà. Et alors, ce petit serpentin, moi j'aime bien, puisque à côté, il fallait améliorer le cadre et donner de la visibilité à la contractualisation entre l'EPCI et les villes. Sinon, les fonds de concours n'étaient que voilà, un peu... Régis, le haut commandement m'annonce que nous avons une minute. Très bien, je vais conclure en une minute. Et donc, cette logique de contractualisation, elle a permis de faire sens dans les fonds de concours attribués en lien avec, bien sûr, nos indicateurs en matière de transition écologique. En fonctionnement, voilà, on a une vigilance sur notre niveau d'épargne, nos dépenses de gestion courante contraintes, l'adaptation de notre TOM. On a réévalué notre taux, notre taxe enlèvement ordures ménagères pour faire un peu plein du réservoir parce qu'on avait une compétence qui consommait plus de 20 millions d'euros avec une ressource de 2 millions d'euros. Donc il y avait un petit écart par rapport à cela, ce qui permet de mettre en place ce projet de transition écologique. Alors voilà, je suis dans les temps, en 20 secondes, 3 illustrations simples, concrètes, efficaces. Je salue mon collègue Dunkerquois, il était inspirant. D'ailleurs, on a eu la chance de rencontrer M. le ministre des Transports très récemment à l'agglomération. Il est venu nous rendre visite. En tout cas, nous mettons en place la gratuité des transports publics. Et là aussi, on embarque avec nous dans notre agglomération 2 heures, enfin en tout cas au moins l'agglomération de Lens-Liévin,
On verra ce que fera l'autre intercommunalité. On vient d'inaugurer, c'était la semaine dernière, la ferme solaire de Le Forêt. Voilà, ce qui permet sur quasiment un site. Alors c'est intéressant parce que c'était une ancienne décharge en fait, qui a été requalifiée. Et on a favorisé cette implantation qui permet de produire localement de l'électricité pour plus de 6000 foyers, bien sûr hors chauffage, avec un entretien approprié et un financement participatif. Plus d'1 million d'euros ont été levés par la Générale Électrique pour financer ce projet. Et puis un dernier qui nous tient à cœur, qui est le projet d'alimentation territoriale pour organiser la filière agricole, du champ à l'assiette. En tout cas, ce sont les axes qui sont travaillés au sein de l'agglomération. Merci de votre écoute.